Eh bien, on va commencer. Bonjour à tous. Merci d'être présents à ce webinaire. Autour du thème de l'endométriose et de l'activité physique. Aujourd'hui, nous avons trois intervenantes sur ce webinaire et j'espère que vous apprendrez des choses. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Vous n'avez pas la possibilité de parler, mais je ferai le relais entre le chat et les intervenantes si vous avez besoin. Euh, Eh bien, je vais présenter les intervenantes de ce webinaire et après, je laisserai la parole. Donc, notre première intervenante est le docteur Floriane Bonin. Elle est médecin coordinateur de Endocentre et gynécologue au CHIC Ambroise-Château-Renaud. Et elle va nous présenter ce qu'est l'endométriose et la prise en charge. Dans un deuxième temps, nous aurons donc Marianne Jean, qui est chercheuse à l'Université de Haute-Alsace et enseignante en activité physique adaptée, qui va nous présenter une étude qu'elle a coécrite sur l'activité physique et les bienfaits sur les symptômes de l'endométriose, et qui va nous expliquer un peu ce qu'elle propose en tant qu'enseignante en activité physique adaptée. Et enfin, nous aurons Élodie Torres, qui est présidente de l'association M contre l'endométriose à Montargis, qui va nous présenter son association et qui va nous expliquer le programme d'activité physique adaptée qui est mis en place à Montargis par son association. Eh bien, j'espère que ce webinaire vous plaira. Il est enregistré et il sera disponible pour ceux qui ne peuvent pas le suivre en totalité. Il sera disponible sur YouTube et sur le site du CROSS. Eh bien, je laisse la parole à notre première intervenante, Docteur Bonin. Je vous en prie. Merci. Alors, je vais essayer de partager mon diapo. Alors, on a fait des tests. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez quelque chose là? Oui, on le voit en plein écran. Est-ce que c'est bon pour tout le Parfait. monde? Vous le voyez défiler? Oui. Nickel. Ok. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à vous parler de ce sujet important. Donc, dans les minutes qui vont suivre, hein, comme vous l'avez dit, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on sait aujourd'hui sur l'endométriose et comment on tente de prendre en charge cette maladie. Donc, tout d'abord, l'endométriose, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à la localisation en dehors de l'utérus de morceaux d'endomètre, de morceaux de muqueuse utérine, donc à l'extérieur de la cavité utérine. Comment j'ai l'habitude de l'expliquer aux patientes en consultation, je leur dis que tous les mois, par exemple, chez une dame qui prend pas de contraception, la muqueuse de l'utérus pousse dans l'objectif, s'il y a une fécondation, d'accueillir un embryon. Et quand il n'y a pas d'embryon qui s'accroche, cette muqueuse, elle sert à rien, donc elle est éliminée tous les mois par en bas, c'est les règles. Et donc, il faut savoir que chez toutes les femmes, les règles, elles vont s'écouler par en bas, mais il y a forcément une petite partie des règles qui va s'échapper par en haut à travers les trompes. Il y a donc tous les mois, chez toutes les femmes, des morceaux de règles qui vont se retrouver un peu en circulation dans le ventre. Donc classiquement, ensuite, ces morceaux de règles, ces morceaux d'endomètre, sont censés être éliminés rapidement par les mécanismes de défense locaux, par le système immunitaire. Mais chez certaines femmes, et on ne sait pas encore très bien pourquoi, ces morceaux qui vont partir dans le ventre vont pas être éliminés. Et comme ces morceaux sont pas éliminés, en fait, ils vont se retrouver à s'accrocher sur le rectum, sur la vessie, sur les ovaires, sur les trompes, ce qui fait qu'aux règles d'après, comme c'est de la muqueuse utérine, de l'endomètre, ils vont se comporter comme tels. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont saigner tous les mois en même temps que les règles, ce qui fait qu'au départ, on a un tout petit tas de cellules microscopiques, et au fur et à mesure des règles, qui plus est si elles sont longues, abondantes, fréquentes, etc., ces cellules saignent, s'organisent, et ça fait des nodules d'endométriose. Donc c'est ça la maladie. C'est une maladie qui va apparaître à cause des règles et qui est susceptible, chez certaines femmes, de progresser, de se propager, plus il y a de règles. Donc là, sur le schéma, hein, je ne sais pas si on voit ma petite flèche, mais toutes les petits nodules marrons, c'est des nodules d'endométriose. Donc ça s'accroche souvent quand même en arrière de l'utérus, entre l'utérus et le rectum.
Ça peut s'accrocher sur les ovaires, sur les trompes, et parfois ça s'installe autour de la vessie, mais ça reste une localisation quand même moins fréquente. La localisation la plus fréquente, elle va être vraiment postérieure. Donc pourquoi on a de l'endométriose? Déjà, pour avoir l'endométriose, il faut des règles. Il faut que ça saigne. Et potentiellement, plus les femmes vont avoir des règles fréquentes, abondantes, plus on est susceptible de développer un jour la maladie. Donc, parce que plus ça saigne par en bas, plus ça saigne par en haut, plus si on a un système immunitaire un peu modifié, c'est susceptible de s'accrocher. Et donc ensuite, pourquoi ça s'accroche chez certaines femmes et pas chez d'autres? Ça, c'est la question qu'on se pose encore. Il y a sans doute une part d'explication génétique et une part d'explication environnementale. On a l'impression qu'il n'y a pas forcément un gène qui explique l'endométriose chez tout le monde, mais on se rend bien compte qu'il y a un trait familial, donc il se passe quelque chose forcément au niveau génétique. Parce que par exemple, il y a des familles de femmes atteintes par l'endométriose, il y a des jumelles, des vraies jumelles qui sont toutes les deux atteintes d'endométriose, donc on voit qu'il se passe quelque chose. Et on considère d'ailleurs que quand une mère a de l'endométriose, sa fille, par exemple, on pense qu'elle aura à peu près 6 fois plus de risques qu'une autre fille d'avoir la maladie. Et puis ensuite, il y a toute notre ambiance de perturbateurs endocriniens, de bisphénol, hein, qui fait que ça peut, sans doute que ces perturbateurs endocriniens vont modifier un petit peu l'immunité et faire que ça peut s'accrocher chez certaines femmes plutôt que chez d'autres. Donc l'endométriose, il faut en parler parce que ça touche beaucoup, beaucoup de femmes, hein. On considère que ça touche à peu près une femme sur 10. Ça correspond quand même à 2 à 4 millions de femmes en France et à titre d'exemple, dans notre région, ça correspondrait à plus de 60 000 femmes atteintes. Quels sont les symptômes de la maladie? Euh, Clairement, à des stades débutants, on va dire, l'endométriose, ça fait mal quand ça saigne. Donc, c'est clairement le plus souvent des douleurs cycliques menstruelles au moment des règles. C'est des femmes qui vont très facilement décrire des règles, voilà, d'une intensité très importante, hein. Quand on vous pose la question sur une échelle de 0 à 10, 0, pas de douleur du tout, 10, une douleur insupportable, vous êtes à combien pendant les règles? Elles disent facilement 7, 8, hein, au minimum. Et cette douleur, elle peut être telle que parfois les femmes, elles tombent dans les pommes tellement elles font des malaises, tellement elles ont mal. Elles peuvent se mettre à vomir tellement la douleur est intense. Et du coup, il y a des gros retentissements à l'école ou alors au travail, parce que parfois elles ne peuvent juste pas se rendre à l'école, pas se rendre au travail. Et c'est ces absences, hein, parfois répétées à l'école ou au travail, qui nous font penser voilà, à aller chercher un peu plus loin sur le plan gynéco et à diagnostiquer cette maladie. Elles peuvent aussi décrire des douleurs un peu particulières pendant les règles, des douleurs lors de la défécation, des douleurs lors de la miction. C'est des choses qu'on retrouve régulièrement. Des douleurs profondes lors des rapports sexuels, ça aussi, on retrouve ça souvent. Et si au départ, ça fait mal quand ça saigne, au fur et à mesure du temps, si on fait rien, le risque, c'est d'avoir des douleurs beaucoup plus diffuses dans le cycle. Et plus le temps passe, plus souvent les patientes, elles nous décrivent des douleurs de l'ovulation jusqu'aux règles, et ensuite des douleurs un peu plus chroniques, un peu plus permanentes. Donc c'est vrai que c'est ça le principal problème de l'endométriose, hein. Il y a deux grosses évolutions problématiques. C'est le risque que la douleur devienne chronique et le risque que la maladie touche la fertilité. Parce que évidemment, quand la patiente elle a des douleurs, quand ça saigne, nous, sur le plan médical, ben, on se dit, voilà, si on arrête les règles, si on a de la chance, il n'y aura plus de douleur. Le problème, c'est que quand la douleur, elle prend déjà toute la place, elle est déjà beaucoup plus chronique tous les jours et pas que pendant que ça saigne, on va être initialement forcément un peu moins performant pour prendre en charge au mieux les patientes. Donc voilà, le gros risque, c'est la chronicisation des douleurs, parce que quand elles sont quotidiennes, il y a un fort impact sur la qualité de vie. Et pourquoi les douleurs, elles deviennent chroniques? En fait, il y a plusieurs explications. C'est tout d'abord, quand ça saigne tous les mois dans un ventre à l'endroit où ça devrait pas, bah, les organes, ils sont un petit peu à vif et ils se retrouvent à essayer de cicatriser de façon un peu aberrante. Et donc, les organes, au bout de plusieurs mois ou années d'évolution, peuvent se retrouver un peu à s'accoler les uns aux autres. Donc ça forme de la fibrose, des adhérences. Et une fois que les organes sont un peu tous collés les uns aux autres, ben, on comprend aisément que ça fait plus mal uniquement quand ça saigne, mais que ça fait mal un petit peu plus tout le temps.
Et puis quand on a mal au ventre une semaine par mois, puis 15 jours, puis plus, bah, qu'est-ce qu'on fait quand on a mal? On se contracte. Et quand on se contracte, bah, ça fait voilà, tous les muscles, les fascias des abdos, du pelvis, du périnée se retrouvent à être tout le temps contractés, serrés, et ce qui fait que ça perturbe le fonctionnement d'autres systèmes. Donc, on va avoir ensuite des douleurs digestives, mais pas forcément parce que le système digestif est atteint ou est malade, mais parce que, comme il peut plus vraiment bouger, comme anatomiquement il est tout contraint, il va créer d'autres douleurs. Et parfois, c'est ces douleurs-là qui sont en premier plan, de ballonnement, de diarrhée constipation. C'est vraiment une plainte qui est hyper fréquente chez les femmes atteintes et c'est pas toujours simple non plus à prendre en charge. Et toute cette contraction globale abdominaux-périnéale, pelvienne, elle peut aussi donner des douleurs vésicales. Donc on aboutit vraiment à des syndromes qu'on appelle le syndrome douloureux vésical où même si on fait des super imageries, on voit que la vessie est parfaite, mais malgré tout, la patiente décrit des gros symptômes de vessie avec de devoir pousser pour uriner, des mictions en plusieurs temps, l'impression d'avoir une vessie toute petite. Mais ça, c'est parce que comme la vessie, elle est toute bloquée, un petit peu contractée, elle se retrouve à marcher moins bien avec le temps. Donc voilà, ça c'est des phénomènes importants à connaître, les phénomènes voilà, de contracture globale, d'hypersensibilisation, parce qu'ensuite c'est en les mettant en évidence qu'on peut proposer un petit peu des solutions pour soulager les patientes. Et ensuite, sinon ce serait trop simple. Les symptômes, ils sont évidemment variables d'une patiente à l'autre. Je pense que c'est ce qui a fait qu'on a mis autant de temps avant de mettre un nom sur la maladie, c'est que euh, à quantité de lésions équivalentes, les patientes, elles peuvent vraiment décrire des symptômes très différents. Il y a parfois des patientes qui vont avoir une toute petite lésion quelque part et qui vont décrire vraiment des symptômes très invalidants. Mais de fait, on peut faire l'analogie, ça fait mal un caillou dans une chaussure, c'est vraiment ça le principe. Et à contrario, mais c'est beaucoup plus rare, il y a des patientes qui peuvent avoir vraiment une maladie très importante à l'imagerie et quasiment pas de symptômes. Donc voilà, il y a une grande variabilité dans ce que peuvent décrire les patientes et pas de corrélation entre la sévérité de la maladie et l'intensité des douleurs. Et donc ce phénomène de douleur dans l'endométriose, il est important à comprendre et à expliquer parce que on se retrouve vraiment au fur et à mesure du temps avec un vrai cercle vicieux physique et psychologique. Parce que j'ai mal au ventre tout le temps, donc qu'est-ce que je fais? Je me contracte un peu, j'arrête de faire mes activités de sortir, je perds en masse musculaire, je me détériore un petit peu au global, mais j'ai toujours aussi mal alors que je fais pourtant, j'essaye de faire au mieux et de faire moins de choses. Du coup, comme je suis pas du tout en forme, je fais encore moins d'activités et j'ai ma forme physique au global qui diminue encore, mais on se rend compte que j'ai toujours aussi mal. Et ça, c'est pas simple. Et c'est la même chose sur le plan psychologique. Quand on a une douleur qui peu à peu prend toute sa place dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? On est en colère, anxieux, on a peur, on comprend pas ce qui nous arrive. Donc on a une humeur qui se détériore un peu. Et le problème, c'est que, en fait, dans le cerveau, la zone qui va envoyer la douleur, c'est la même zone qui reçoit les émotions. Donc, quand on est un peu envahi d'émotions négatives ou quand on a une problématique, un moment dans sa vie, eh ben, et qu'on a en plus de l'endométriose, donc voilà, une maladie à risque de douleur, eh ben, notre cerveau est capable de nous envoyer soudain beaucoup plus de douleur. Et puis ensuite, on perçoit la douleur de façon majorée et c'est vraiment un cercle voilà, où ça peut être difficile d'en sortir. Donc voilà, tous ces mécanismes-là, ils sont importants à expliquer pour ensuite un peu comprendre les traitements qu'on peut proposer aux femmes. Et comment on fait le diagnostic de la maladie? Donc c'est beaucoup à l'interrogatoire, hein. Beaucoup quand les patientes nous racontent leur parcours des premières règles, les règles, comment ça s'est passé au collège, au lycée, si elles s'absentaient beaucoup à l'infirmerie, et puis plus tard dans la vie. L'examen gynéco, il reste recommandé, mais chez les filles très jeunes, évidemment, on ne fera rien d'extraordinaire, parce qu'en fait, c'est quand même assez rare de retrouver vraiment des lésions à l'examen gynécologique. Et maintenant, on s'appuie beaucoup, beaucoup sur l'imagerie, en faisant des échographies pelviennes, idéalement par voie endovaginale si c'est possible, et des IRM pelviennes.
Mais pour ces deux examens-là, c'est vrai que c'est important de consulter des médecins et des radiologues spécialisés parce que c'est des lésions, comme au départ, elles sont très très petites, qui sont difficiles à mettre en évidence. Une fois que voilà, qu'on a compris un peu ce que c'était que la maladie, comment on fait pour aider les patientes et pour aider à améliorer leur qualité de vie? Donc déjà, c'est important de se mettre d'accord sur nos objectifs. L'objectif, quand on a l'endométriose, c'est pas d'avoir un pelvis normal à l'imagerie, d'avoir un pelvis normal en chirurgie, c'est de vivre normalement, donc d'avoir une qualité de vie satisfaisante et de pouvoir accomplir son ou ses projets de maternité, de parentalité éventuelle si on le souhaite. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on propose? L'objectif, et je pense que vous l'aurez compris dans mon discours de départ, c'est d'arrêter les règles, hein. Donc c'est euh, grâce à un traitement médical hormonal, parce que le fait d'arrêter les règles, ça supprime le mécanisme de la maladie, ça suspend son évolution, ça permet de diminuer au fur et à mesure du temps l'inflammation dans le pelvis. C'est un bon test thérapeutique aussi. Si j'ai des douleurs terribles pendant les règles et que soudain j'arrête les règles et je vais bien, bah c'est bien qu'il y avait un problème de règles, endométriose ou pas. Et puis pour les dames qui sont opérées, ensuite ça évite la récidive après chirurgie. Mais bon, le problème de l'aménorrhée, hein, l'arrêt des règles, c'est que le fait de prendre un traitement hormonal en continu, c'est forcément contraceptif, donc ça va pas avec tous les projets de vie. Que parfois ce traitement il est très bien toléré, parfois il est beaucoup moins bien toléré, et on peut se heurter à des problèmes de saignement, de métrorragie intempestive, d'effets secondaires indésirables qui sont parfois compliqués à gérer, et des phénomènes aussi d'épuisement d'efficacité. Parfois, on prend le même traitement pendant des années, ça marche hyper bien, et du jour au lendemain, on ne comprend pas bien pourquoi ça fonctionne plus. Donc ça nécessite de se réinventer, de se réadapter un petit peu en permanence. Et parfois, il y en a certaines qui marchent bien, certaines pilules qui fonctionnent bien, mais qui ne sont pas remboursées encore par la Sécu. Donc, comment on fait pour arrêter les règles, hein? Donc, tous les traitements hormonaux sont bons à essayer. On peut essayer des pilules en continu, il y en a plusieurs, et parfois on doit faire plusieurs essais avant de trouver la bonne pilule. Ce qu'il faut en gros retenir, c'est que chaque traitement hormonal, il faut au moins l'essayer facile 4 à 5 mois de suite avant de savoir si c'est le bon ou pas le bon, parce que ça reste des traitements peu dosés, l'effet il peut pas être immédiat. Donc il y a vraiment une phase au début qui est pas toujours drôle, hein, mais où il faut voilà, lutter un peu contre tous ces saignements, ces effets un petit peu inconfortables de départ, parce que parfois vraiment ça passe avec le temps. Donc voilà, on se laisse souvent 4 5 mois. Si au bout de 5 mois ça va pas, c'est que ça n'ira pas et qu'il faut changer. On peut aussi proposer à certaines femmes les stériles hormonaux. Pourquoi pas l'implant? Pourquoi pas le patch, l'anneau, hein, c'est de prescription un peu plus confidentielle, mais ça peut être intéressant. Et ça nous arrive dans certains cas très particuliers de faire des injections hein, qui mettent vraiment la patiente en ménopause. Donc voilà, c'est pas souhaitable de faire ça trop longtemps sur une vie génitale, mais parfois c'est très utile dans certains cas particuliers. Le traitement chirurgical, ça reste un traitement de l'endométriose, hein, clairement. Si on avait fait cette présentation il y a 20 ans, on opérait tout le monde, tout le temps, dès qu'il y avait un petit quelque chose. On est beaucoup revenu sur cette stratégie-là. Et maintenant, il y a globalement 3 situations dans lesquelles on propose aux patientes une prise en charge au bloc opératoire. C'est quand la douleur, elle n'est pas contrôlée malgré une pilule bien prise et pas de règles. Si malgré l'aménorrhée, pendant des mois, la patiente garde des douleurs très importantes, il faut se poser la question de la chirurgie, clairement. Dans certains cas d'infertilité aussi, dans ce cas-là, la décision, elle se prend avec les médecins qui font de la fécondation in vitro, les chirurgiens, les radiologues. Voilà, il faut qu'on ait un état des lieux du bilan de fertilité du couple hein, avant de prendre cette décision-là, mais ça peut être une très bonne indication. Et aussi en cas de lésion importante d'un organe noble. Hein, parfois, l'endométriose a la mauvaise idée de s'accrocher sur les uretères, donc ça peut léser les reins. Parfois, il y a des lésions digestives qui peuvent être très importantes, donc ça peut boucher un peu l'intestin. Et parfois, il y a des atteintes de la vessie qui peuvent être importantes, pareil, donc ça peut boucher un peu l'abouchement des uretères. Et dans ce cas-là, évidemment, il y a un peu une urgence à opérer les femmes pour sauvegarder un peu l'organe. Mais si on décide d'opérer les patientes atteintes, on essaye de les opérer une seule fois, mais de les opérer le mieux possible et d'enlever le plus de lésions possible.
Hein. Le but, c'est vraiment d'éviter les chirurgies itératives. Parce que le fait d'aller faire une chirurgie à une patiente, on peut être un peu pourvoyeur d'adhérence, on peut créer aussi des adhérences. Et comme l'endométriose, c'est aussi une maladie qui entraîne des adhérences, voilà, il faut y aller avec précaution. Et ensuite, on se sert beaucoup des traitements non médicamenteux. Donc l'idée, c'est vraiment de lutter contre cette contraction pelvienne, abdominale, périnéale, hein, qui s'installe et qui ensuite crée d'autres douleurs digestives, vésicales, vaginales. Et donc pour ça, pour maintenir cette mobilité, on promeut l'activité physique. Ma collègue en parlera mieux que moi juste après. On peut prescrire des séances de yoga, de séances de kinésithérapie, pardon. On encourage à faire du yoga, du stretching, aller voir un ostéopathe pour essayer d'améliorer sa mobilité. Il faut bien manger, hein. L'endométriose, c'est une maladie inflammatoire chronique. Donc, au mieux, essayer de lutter contre tous les facteurs inflammatoires, bah, éviter de fumer, éviter de manger une alimentation riche en produits hyper transformés. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à s'entourer de diététiciennes spécialisées, hein. Il y a l'association Gyn Diet, hein, mais il y en a d'autres. Donc, voilà, pas hésiter à explorer ce champ-là, surtout si les symptômes douloureux digestifs sont au premier plan. Et ensuite, il faut prendre soin de son cerveau, parce que le chef d'orchestre de toutes les douleurs, c'est le cerveau. Et parfois, le fait d'apprendre un peu de sophro, un peu d'auto-hypnose, ça permet un peu de l'éteindre quand il y a une crise qui commence à monter, de savoir se mettre dans sa petite bulle, ça peut permettre de passer la crise de façon un peu moins inconfortable. Et on prescrit aussi éventuellement des TENS, ou alors les patientes peuvent acheter aussi elles-mêmes sur Internet, hein. Ces TENS, c'est des petits systèmes, donc c'est des électrodes qu'on colle là où ça fait mal, donc bas du ventre ou bas du dos, qui vont en fait envoyer des petites décharges électriques localement. Et en fait, ces décharges électriques, ça va en fait aller chanter un peu le message douloureux qui est envoyé au cerveau. Donc du même principe que si vous vous cognez très fort l'avant-bras, vous frottez, eh ben vous avez beaucoup moins mal. Là, ça marche de la même façon. Comme ça fourmille à l'endroit où ça fait mal, ben ça leurre un peu tout ça et il y a le niveau de douleur qui peut être un peu abaissé. Donc ça, il faut pas hésiter à en user, en abuser, hein, parce qu'il y a extrêmement peu de contre-indications. Enfin, pour l'instant, il y a à peu près que la grossesse comme contre-indication, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça fait. Mais voilà, il n'y a pas de contre-indication. On peut vraiment l'utiliser à l'envie, faire plusieurs séances par jour. Donc, et parfois, ça marche hyper bien. Donc, pas hésiter à proposer ou à essayer soi-même cette solution-là. Donc, vous l'aurez compris, dans l'endométriose, la prise en charge, elle est souvent globale. Et l'idée, c'est que le parcours, il doit être personnalisé. Enfin, ça fait évidemment, je vous ai présenté énormément de choses. Chaque femme atteinte doit pas faire toute la liste de tout ce que j'ai décrit parce que ça prend beaucoup trop de place dans une vie. Il y a heureusement la majeure partie des patientes qui vont être soulagées juste par la prise d'un traitement hormonal au quotidien. Mais il y en a d'autres qui sont déjà dans le champ de la douleur chronique, qui vont devoir un petit peu plus se servir un peu de kiné, un peu d'activité physique douce, régulière, voilà, une prise en charge diététique, etc. Et donc, pour terminer ma présentation, je voulais vous parler rapidement d'Endocentre, sans transition. Donc, Endocentre, c'est la filière de santé pour la prise en charge de l'endométriose dans notre région. Parce qu'en fait, en 2022, il y a le gouvernement qui a un peu émis une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Et ce qui était souhaité, c'est que les régions se saisissent de la problématique et créent des filières de prise en charge, des filières de soins pour prendre en charge au mieux la maladie, au plus près possible, voilà, du domicile des patientes. Donc, pour ce faire, nous, on a créé une association en janvier 2023 et on a ensuite répondu à un appel à projet ARS pour créer cette filière de soins. Et donc, on est maintenant voilà, soutenu par l'ARS. Et donc là, c'est les 6 membres du bureau fondateur. Et les missions qui nous ont été confiées, c'est tout d'abord d'identifier et de former les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge de l'endométriose. Parce que ça, j'espère que ça s'entend dans mon discours, mais plus on dépiste la maladie tôt, plus on a des traitements qui peuvent être efficaces et moins il peut y avoir de conséquences à long terme en termes de douleurs chroniques et d'infertilité.
En fait, c'est vrai que idéalement, il faudrait vraiment toucher les jeunes filles au collège, au lycée, qui ont déjà des règles anormalement douloureuses, bien les entourer, leur proposer des traitements adaptés qui leur donnent les moins d'effets secondaires possibles pour qu'à terme, on n'ait même pas à trouver de l'endométriose sur les imageries, en fait. C'est vraiment ça. Donc, plus on va en parler, plus on va former les sages-femmes, les médecins généralistes, les pharmaciens, tout le monde, moins on aura des patientes avec des atteintes importantes et plus compliquées à soigner. Le but, donc, c'est de proposer aux patientes un parcours de soins le plus local, adapté et personnalisé possible, d'informer le grand public sur la maladie et de participer et promouvoir la recherche sur l'endométriose. Donc notre vitrine dans la région, hein, c'est un site internet qui s'affiche en bas, c'est www.endocentrevdl.fr. Et sur ce site, vous pourrez retrouver qu'est-ce que l'endométriose, les dernières recommandations, les dates des prochains événements ou formations dans la région, et surtout un annuaire des professionnels qui connaît la maladie et qui peut essayer d'accompagner les patientes pour la prise en charge. Donc pour l'instant, l'annuaire, il est vraiment encore en cours de constitution, hein. On l'enrichit au fur et à mesure du temps. Pour l'instant, il y a des gynécologues, des médecins généralistes, des sages-femmes, des radiologues. Mais très prochainement, on va inclure des kinésithérapeutes et des diététiciens. Je vous remercie de votre attention. Alors, merci pour cette intervention. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On en a déjà quelques-unes. La première concerne toutes les intervenantes. Est-ce qu'il serait possible d'avoir les supports de vos interventions? Je pourrais vous l'envoyer après, oui, on vous l'enverra demain en PDF. Oui, je vous ferai suivre ça. Après, j'ai plutôt une remarque qu'une question. C'est il faut trouver la pilule qui nous convient et il faut pouvoir les supporter et gérer les symptômes, la fatigue, les saignements non-stop, etc. Clairement. Donc, il faut vraiment se dire, déjà, il faut être convaincu au moment où on prend une pilule que ce traitement peut améliorer notre état global et que celui-là peut marcher. Donc, quand ça fait 10 pilules qu'on essaye, je suis d'accord qu'on peut perdre un peu espoir, mais voilà, il faut déjà être convaincu que ce qu'on fait est bien pour soi. Et ensuite, voilà, l'essayer au moins, tenter sa chance au moins 5 mois sur une pilule. Mais ensuite, clairement, le but, c'est d'améliorer la vie. Si on a plus d'inconvénients que de bénéfices, c'est pas bon, c'est pas performant. On peut pas se satisfaire d'une solution qui donne des maux de tête terribles, qui déprime ou voilà, qui modifie l'état corporel. Donc vraiment cette recherche parfois elle est longue, elle est fastidieuse, mais voilà, j'ose espérer qu'on des traitements, on en a de plus en plus, hein. Voilà, il y a des pilules qui sortent de temps en temps, qui sont intéressantes. Donc c'est vrai que ce qui est vrai à l'instant T est pas forcément à T plus 1. Et quand on a eu un passé compliqué avec des pilules il y a 5 ans, bah, ça vaut le coup quand même de reconsulter son médecin parce que il y a des nouveaux traitements. Bon, il n'y en a pas 50 000, hein, mais voilà, il y en a de temps en temps qui apparaissent et c'est vrai que et de la même façon, une pilule qui n'a pas marché chez une jeune fille de 15 ans, parfois à 15 ans, c'est compliqué, hein, ça saigne tout le temps parce que l'appareil génital, il est tout jeune. Quand on la réessaye à 30-35 ans, l'effet, il peut être très différent et ça peut être beaucoup plus positif. Donc voilà, là, j'entends que ouais, la recherche, elle est parfois pas simple, mais une fois qu'on a trouvé la bonne, c'est vrai que ça permet quand même de soulager beaucoup de choses, mais c'est pas toujours simple. Alors, j'ai justement une autre question sur les traitements. Alors, désolé si je le prononce mal. Qu'en est-il du décapeptile? Qui peut être Euh, concerné et quels bienfaits en attendre? Alors, le décapeptile, c'est la fameuse, j'en ai parlé très rapidement parce que je pouvais pas m'arrêter sur tout ça. C'est une injection qui met vraiment les patientes en état de ménopause. Donc, c'est un peu le traitement le plus absolu parce que vraiment, à l'état de ménopause, toutes les hormones, elles sont à des taux très, très faibles. C'est clairement pas un traitement de routine. Ça doit rester un traitement exceptionnel parce que déjà, pris tout seul, il y a beaucoup d'effets secondaires, les effets de la ménopause, des bouffées de chaleur, des sueurs la nuit, etc. Et donc c'est pour ça que dans une vie génitale, on n'est pas censé avoir plus de 6 mois de décapeptile seul, parce que le risque d'être en état de ménopause à un âge où on n'est pas censé être ménopausé, d'entraîner des risques sur le plan osseux et cardiovasculaire.
Donc, oui, parfois on a besoin de faire cette injection, notamment avant les interventions chirurgicales, ou vraiment quand on a tout essayé et que là ça va pas du tout et qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Mais ça peut pas être une solution de long terme. Donc, parfois on s'en sert, on a besoin de ce traitement comme coup de pouce. Des fois, il y a des femmes, bah, elles ont un cancer du sein à 35 ans et une endométriose. Cancer du sein, on peut plus prendre d'hormones, donc c'est des cas qui sont particuliers, rares, mais voilà, parfois ce genre de proposition est la seule. Où je pense à une patiente, oui, de 40 ans qui fait un infarctus du myocarde et qui a une endométriose, ben, on peut plus rien prescrire comme hormone, mais elle a des douleurs terribles et donc voilà. Et ce traitement peut permettre de passer des caps avant d'envisager une chirurgie ou voilà, ou quand on n'a pas d'autre choix sporadiquement. Mais voilà, ça doit rester un traitement un peu exceptionnel, surtout sans substitution en œstrogène concomitante. Merci. La prochaine question, c'est pourquoi ne pas intégrer également des enseignants d'activité physique adaptée dans l'association Endocentre? C'est une bonne idée. Nous, de toute façon, on est vraiment débutants, hein. L'annuaire, ça fait à peu près un an, je pense, qu'il est en ligne. À terme, oui, oui, oui. Il faut juste qu'on comprenne, nous, ce qui reste peu clair pour moi, j'avoue, comment on vous contacte, dans quelle structure vous travaillez et comment on peut vous adresser les patientes. Est-ce qu'il y a des prises en charge un peu particulières? Qu'est-ce qu'on remplit comme papier? Enfin, voilà. Mais sinon, on est convaincu des bienfaits des enseignants d'APA, hein, évidemment. Mais ça viendra sans doute l'intégration dans l'annuaire. Et du coup, la question qui en découle, est-ce que l'annuaire sera ouvert aux coachs sportifs, aux profs de yoga qui ont une spécialité? Pour l'instant, c'est pas encore le chemin qu'on prend, hein. Déjà, on essaye de s'astreindre à, voilà, à former et à rechercher voilà, les professionnels, les professions médicales et les professions non médicales, là, bientôt avec les kinés et les diètes. Ensuite, il y aura aussi les ergothérapeutes, voilà. Mais effectivement, ça, voilà, le reste de notre réflexion viendra après. Là, pour l'instant, voilà, c'est pas encore pour tout de suite. Merci. La cryothérapie face aux nodules, qu'en pensez-vous? C'est un très bon traitement. Là, c'est une question plus technique, mais parfois l'endométriose, ça aime beaucoup les cicatrices, cicatrices de césarienne, cicatrices de célioscopie, cicatrices d'épisiotomie. Avec parfois bah, des patientes qui décrivent bah, une boule qui apparaît sur la cicatrice pendant les règles, qui gonfle pendant les règles et qui est hyper douloureuse. Nos traitements hormonaux sont pas toujours hyper performants pour lutter contre la douleur de ces nodules-là. Et les prises en charge chirurgicales, pareil, les chirurgiens nous expliquent qu'ils sont parfois pas très bons pour opérer les nodules qui s'accrochent sur les cicatrices de césarienne parce que c'est pas très facile à c'est pas comme un nodule bien rond qui est facile à enlever. Voilà, c'est un peu plus infiltrant. Donc en fait, depuis quelques années, il y a les radiologues qui se sont lancés sur le sujet. C'est des radiologues interventionnels, c'est les mêmes que sur le même principe il y a des gens qui ont des tumeurs du foie et les radiologues, ils vont aller brûler par le froid ces tumeurs-là pour les faire réduire. Et donc, ils ont essayé de faire la même chose avec les nodules d'endométriose, où du coup, ça se fait sous anesthésie. Ils repèrent bien le nodule, donc qui est juste sur la peau avec une sonde d'échographie. Ils vont aller planter des aiguilles dans ce nodule sous-cutané, et ensuite, ils envoient du froid, beaucoup de froid. Donc, dans les jours qui suivent, ça fait hyper mal. Mais ensuite, le nodule, il réduit et il y a des super effets pour l'instant, hein, à court et long terme de ce traitement. Et donc, du coup, c'est beaucoup moins invasif que la chirurgie et, euh, et on est plus précis. Donc, c'est une solution hyper intéressante pour les nodules sur les cicatrices. Il y a peu d'équipes qui la pratiquent. Dans la région centre, il n'y en a pas. Nous, on adresse les patientes à Tenon, par exemple. Mais enfin voilà, ça vaut le coup malgré tout de faire un peu de route pour ce genre de prise en charge un peu exceptionnelle et qui, voilà, il y a une consultation préopératoire le jour de l'intervention et puis une consultation de suivi, mais ensuite tout peut se faire de notre côté. Donc ça. Eh bien, merci. Ah, j'en ai une autre. Qu'en est-il des injections d'acide butylique? Botulique, pardon.
Alors j'ai entendu parler de ça, mais de fait, nous on n'en fait pas du tout dans la région, donc je vais pas être bonne pour répondre. Je sais qu'il y en a qui font des injections de Botox dans l'utérus, dans l'idée que ça réduirait un petit peu les douleurs de contraction utérine. Mais je suis pas bonne pour en parler. On le fait pas du tout dans notre région, donc voilà, je sais pas trop comment ça se passe et à quel point c'est efficace. Mais effectivement, c'est un traitement qui existe, ouais. Et dernière question, pouvons-nous continuer le traitement hormonal même si la ménopause s'installe? Alors, quand on est dans la phase de périménopause, pendant les 4-5 ans avant la ménopause, on continue les traitements hormonaux classiques pour bloquer les règles. Mais une fois qu'on est sûr que la ménopause est là, non, non, il faut arrêter le traitement hormonal parce que quelque part, l'ambiance hormonale de la vraie ménopause est encore plus forte que l'ambiance hormonale qu'on peut créer avec nos médicaments. Mais effectivement, à la ménopause règle pas tous les problèmes. La ménopause, ça règle les problèmes inflammatoires, ça règle, la maladie peut plus progresser et les nodules régressent un peu. Mais pour tout l'aspect adhérence, fibrose, voilà, problème de mobilité globale, c'est sûr que c'est pas à la ménopause que tous les problèmes s'arrêtent. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention. N'hésitez pas à contacter Endocentre directement et les professionnels si vous avez des questions supplémentaires. Et je laisse la parole à Marianne Jean. Merci. Donc, je vais partager le diapo. Ah, c'est bon, je pense. Oui, c'est bon, on voit. Super, bah, je vous remercie déjà pour l'invitation. Je remercie également le docteur Bonin pour cette formidable explication. Donc, on va parler un peu plus de l'activité physique qui a déjà été un petit peu abordée. Donc, je suis enseignante en activité physique adaptée. Je collabore également sur l'étude Crescendo, qui est une recherche sur l'activité physique et l'endométriose. Donc, on va détailler un petit peu tout ça. Donc, l'endométriose, je ne vais pas revenir dessus, ça a déjà été très bien expliqué. C'est une maladie qui est chronique, qui est inflammatoire, qui est également hormonodépendante. Et ce qui est important de retenir, notamment dans une posture de professionnel et d'accompagnant, en tout cas dans l'activité physique, ça va être qu'il va y avoir des douleurs, les personnes vont également ressentir de la fatigue et plusieurs domaines de la qualité de vie vont être également affectés. Donc, l'endométriose et l'activité physique adaptée et l'activité physique tout court, qu'est-ce que nous disent les études? Il y a eu plusieurs synthèses d'études, donc c'est-à-dire que ce sont des grosses études qui ont analysé un petit peu les résultats disponibles. Donc de manière générale, on voit que ça améliore la santé mentale, et par santé mentale, j'entends tout ce qui est anxiété, stress, dépression, et que ça a tendance à diminuer les douleurs. Euh, donc ça, c'est pour l'activité physique. On observe aussi qu'il y a des liens entre, du coup, cette santé mentale et la douleur et l'activité physique. C'est-à-dire que euh, il y a des liens qu'on ne sait pas encore expliquer. Est-ce que c'est parce qu'on pratique de l'activité physique qu'on a une douleur diminuée, ou est-ce que c'est parce qu'on a une douleur diminuée qu'on va pratiquer plus d'activité physique? Donc ça, c'est encore des questions qui sont en suspens. Au niveau des types d'activités physiques qui ont été testées donc jusqu'à aujourd'hui. Il y a potentiellement d'autres études qui vont sortir assez prochainement, car il y a plusieurs études en cours, notamment en France, et je pense à une étude qui est en cours actuellement en Martinique. Donc, il y a eu plusieurs études sur le yoga, il y a eu plusieurs études sur les activités plutôt cardio, il y a eu des études aussi sur les activités mixtes, donc qui regroupaient peut-être du stretching, du cardio, aussi des fois des manipulations un peu kiné. Voilà, les protocoles sont vraiment très hétérogènes. Et ce qu'on remarque grâce à ces études, c'est que globalement, la douleur a tendance à diminuer, la qualité de vie et le bien-être a tendance à s'améliorer, et les effets indésirables des traitements, donc ça s'est vérifié surtout sur les activités plutôt cardio, les effets indésirables du traitement ont tendance à diminuer. Et notamment les effets indésirables qui ont été testés, ça a été par exemple la diminution de la densité minérale osseuse due à certains traitements hormonaux qui ont été abordés tout à l'heure. Je voulais aussi aborder un cas particulier des modèles animaux par rapport à l'inflammation.
parce que on sait que l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire. Et donc, les chercheurs ont tenté de voir si dans des animaux, par l'activité physique, on arrivait à diminuer cette inflammation. Donc, ils ont pris des souris, ils leur ont inoculé l'endométriose, et après, ils leur ont fait faire des protocoles où ils faisaient courir ou nager les animaux, et ils ont vu qu'il y avait une diminution des lésions et une diminution de certains marqueurs inflammatoires. Aujourd'hui, on ne sait pas dire si ces résultats-là peuvent être observés chez les humains, parce que ce sont des protocoles qui sont invasifs et ça nécessite des prises de sang, des prélèvements, etc. Et aujourd'hui, on n'a pas encore d'études qui nous permettent de vérifier cet effet anti-inflammatoire dans l'endométriose chez l'humain. Donc, par rapport à toutes ces données disponibles, on a encore besoin de documenter les effets et surtout de trouver des programmes qu'on peut proposer assez facilement aux femmes et de manière un petit peu plus uniforme, comme on n'a toujours pas de recommandations. Donc, le programme Crescendo, il a été impulsé par une chercheuse qui s'appelle Géraldine Escrivá-Boulet, qui travaille à l'université de Mulhouse et également de Nîmes. Donc, elle a mis en place plusieurs étapes avec son équipe que j'ai rejoint donc en cours de route. Donc la première étude, c'était une enquête auprès de femmes atteintes et non atteintes d'endométriose pour pouvoir un petit peu comparer les perceptions, les croyances et les regards croisés. La deuxième étude, c'était le pilotage du test pour le programme d'activité physique adaptée. Et la troisième étude qui est toujours en cours, c'est vraiment le programme d'APA à grande échelle avec différents composants à l'intérieur. Ce programme est toujours en cours de recrutement. Vous pouvez contacter Géraldine pour plus d'informations et je vais vous expliquer du coup un petit peu plus tard ce qu'il y a dans ce programme, étant donné que ça fait partie de cette présentation. Donc, au niveau des résultats de l'enquête, je vais vous présenter ça assez sommairement, étant donné que c'est une étude en plusieurs étapes. Au total, on avait 470 personnes, 470 femmes qui ont répondu, dont 221 qui étaient atteintes d'endo. Ce qu'on a remarqué, c'est que les femmes qui avaient de l'endo avaient une qualité de vie qui était diminuée, aussi bien sur le plan physique que le plan mental. Elles avaient des niveaux d'activité physique qui étaient similaires, c'est-à-dire que finalement, on s'attendait à ce que les personnes atteintes d'endo soient peut-être moins actives, mais là, ce n'était pas le cas. Peut-être que quand elles ont répondu à l'enquête, elles savaient que ça correspondait à de l'activité physique. Peut-être qu'en fait, il y a eu un biais de recrutement et que c'était déjà les personnes intéressées par l'activité physique qui ont répondu. Ensuite, on a noté que la santé, et quand je parle de santé, euh, je parle bien évidemment de l'état de santé, de la maladie, mais également de la fatigue que ça engendre, des traitements et des compétences, enfin, leur capacité physique. Tout ça, c'est le principal frein à leur pratique d'activité physique. C'est vraiment ce tout englobant de santé qui était le frein, et un peu, enfin, surtout quand c'était lié à la maladie et au traitement. Il y a aussi une peur de déclencher les douleurs avec le mouvement qui était déclarée. Donc, elle n'était pas au point d'être pathologique, on va dire, c'est-à-dire que ça n'atteint pas la kinésiophobie, vraiment la phobie du mouvement, mais il y avait quand même un peu cette crainte de la douleur par rapport au mouvement. Et ce qu'on a noté aussi, c'est que les femmes qui étaient atteintes d'endométriose avaient conscience des bénéfices, pardon, de l'activité physique sur leur santé. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de la part des femmes atteintes d'endométriose de s'y mettre, mais qu'il y a quand même des freins. Et vous allez voir par la suite avec les autres études que cet aspect de guidage et cet aspect d'accompagnement, notamment en activité physique, est important. Sur la droite, je vous ai mis un, un graphique qui récapitule, enfin, c'est comme ça qu'on avait présenté nos résultats, qui récapitule une section, un questionnaire, on va dire, de l'enquête qui était sur les besoins psychologiques qui sont attachés à la motivation. Donc, ce qu'on avait vu, par exemple, sur ce graphique-là, c'est que les femmes atteintes d'endo se sentaient un peu plus isolées dans la pratique et qu'elles étaient frustrées par rapport à leurs compétences liées à l'activité physique. Ça voulait dire que elles avaient l'impression comment dire, d'être plus limitées par leurs compétences, par leurs capacités physiques et par leur corps. Donc ça, c'est des choses qui sont absolument importantes à prendre en compte quand on accompagne quelqu'un sur le plan de l'activité physique. Au niveau de l'étude pilote, donc c'est une série de cas, c'était 3 mois en visio, 1 à 2 fois par semaine, donc ça c'était les séances, et il y avait 6 participantes, donc ça c'est le test de notre programme d'APA. On a questionné les personnes avant le programme.
et on les a questionnées sur leurs attentes. Ce qu'elles attendaient, il y a vraiment deux choses qui sont ressorties. C'était d'une part d'être guidées, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette demande de je sais que c'est bon, je sais que ça peut être important pour moi, mais je ne sais pas quoi faire et j'ai besoin d'être guidée, j'ai besoin d'être coachée. Et la deuxième chose que les femmes attendaient de ce type de programme, c'était d'améliorer leurs symptômes, en particulier la douleur et la fatigue. Ensuite, les feedbacks, donc ça c'est après le programme. On a fait des entretiens, il y a eu également des questionnaires qui ont été repassés. Euh, les femmes ont perçu que ce programme-là les avait aidées, il avait été efficace sur les symptômes. On a également vu que la relation avec les autres était vraiment importante, c'est-à-dire qu'elles avaient aimé être dans des groupes avec d'autres femmes atteintes d'endométriose. Elles avaient eu plus de mal, c'est vraiment leur ressenti personnel, hein, c'est pas une généralisation, c'est vraiment ce qu'elles ont ressenti. Elles avaient un peu plus de mal avec des groupes ayant d'autres pathologies, par exemple le cancer, parce qu'elles ont eu euh, l'impression, comment dire, eh bien, elles se sont dit, ah, quand même, le cancer, c'est grave, j'ai qu'une endométriose. Voilà, elles minimisaient leurs symptômes, elles se sentaient pas... C'est comme s'il y avait un petit peu un manque de légitimité. C'est pas leur mot exact, mais en tout cas, c'est ce ressenti-là qui est ressorti. La relation avec l'éducateur était également primordiale, c'est-à-dire que les éducateurs qui étaient à l'écoute, les éducateurs qui étaient renseignés sur l'endométriose et qui vraiment proposaient des choses adaptées à leurs besoins, etc., étaient beaucoup mieux perçus que ceux qui semblaient moins informés, moins éduqués à l'endométriose et les éducateurs qui poussaient, entre guillemets, à la performance et à faire plus, etc. Les femmes préféraient se sentir comprises, se sentir écoutées et être avec quelqu'un qui était éduqué à la maladie et qui pouvait, entre guillemets, comprendre un petit peu ce qui se passait. Le cardio, les activités physiques de cardio ont été plus difficiles au début du programme, ça a provoqué parfois de la douleur, mais au fil du temps, elles ont pu s'habituer et ça a été plutôt bénéfique sur la fatigue. Ensuite, on leur avait proposé également des séances en autonomie, c'est-à-dire qu'on leur donnait un petit peu le récap de la séance et elles pouvaient refaire chez elles. C'était compliqué pour elles, elles n'ont pas réussi à le refaire, elles ont déclaré que c'était assez compliqué de le refaire seules. Maintenant, on n'a pas pu explorer plus loin pourquoi, et c'est ce qui sera fait d'ailleurs, il y aura une partie sur notre étude en cours sur ce point-là. Et c'est le stretching qui a été le plus apprécié comme activité et vraiment qui a été perçu comme le plus bénéfique. Donc là, sur le côté, vous pouvez voir des pictogrammes. Donc ça, c'était à partir d'une analyse avec notre statisticien. Je voulais simplifier parce que vraiment, le graphique, il est assez complexe. Euh, donc sur la douleur, comment on a comparé ça? On a comparé la douleur avant et après la séance. Et après, on a regardé au niveau de toutes les séances, qu'est-ce que ça donnait au global. Donc, on a vu que le stretching avait tendance à avoir des effets euh, bénéfiques sur la douleur, c'est-à-dire que la douleur avait tendance à diminuer après la séance. Pour le cardio et la gym douce, en majorité, il n'y avait pas trop de changement entre le début et la fin. Et pour l'activité mixte, alors c'est très léger, c'est vraiment presque pas de changement, mais il y a légèrement quand même, on pourrait dire que il y a une petite amélioration avec les activités mixtes, donc qui mélangent stretching, cardio, gym douce, etc. Donc ça, c'était vraiment ce que notre première étude nous a appris et qu'on a pu après, du coup, corriger et déployer sur la plus grande étude. Donc, Crescendo, c'est notre grande étude qui est en cours. À partir de nos résultats après, etc., on a pu développer cette étude-là. Donc, il y a 4 groupes. Donc, on va vraiment comparer ces 4 groupes. Euh, donc, on a un groupe contrôle qui fait de l'activité physique en autonomie par des vidéos. On a un groupe éducation qui, en plus, participe à des ateliers en visio 2 fois par mois animés par des professionnels ou juste des discussions entre participantes. On a un autre groupe activité physique adaptée qui, à la place de ces séances d'éducation, reçoit de l'activité physique adaptée 1 à 2 fois par semaine. Et on a un dernier groupe qui a toutes les interventions en même temps. Donc là, les résultats que je vous présenter, ça va être vraiment des résultats préliminaires sur... euh, il y a 92 personnes et donc ces personnes-là avaient été attribuées au hasard dans les groupes. Malheureusement, on ne peut pas choisir.
Donc, au niveau des résultats sur la douleur perçue, on n'a pas eu de résultats significatifs sur la douleur. Ça veut dire que même sur mes graphiques, là, si vous voyez que ça a tendance à diminuer, euh, eh bien, on ne peut pas affirmer que c'est vraiment grâce à l'intervention que ça s'est produit, mais plutôt juste par le temps qui est passé entre le début et la fin des mesures. Si on regarde un peu plus en détail, on peut voir que les groupes qui ont fait de l'activité physique ont eu tendance à diminuer leur douleur et un peu plus quand il y avait l'éducation associée. Mais encore une fois, on ne peut pas dire est-ce que c'est vraiment lié à nos interventions. Pour la fatigue, on va avoir cette fois-ci un effet de l'intervention. Donc vous pouvez voir sur la courbe en jaune et sur la courbe en orange que ça a diminué. Donc les personnes ont ressenti moins de fatigue euh, moyenne, on va dire, après l'intervention. On peut noter également que la ligne bleue qui représente le groupe contrôle qui a vécu de l'activité physique par vidéo, donc on n'est pas vraiment sûr qu'ils les aient fait, ont eu tendance, eux, à augmenter leurs symptômes. Voilà, donc la fatigue moyenne a eu tendance à diminuer. La fatigue lors des crises, ce n'est pas significatif, donc on ne peut pas vraiment savoir si c'est vraiment lié à l'intervention ou à autre chose. Voilà, c'est des résultats qui sont encore en cours d'analyse. Ce qu'on peut retenir de ces résultats, c'est que les interventions ont tendance à diminuer les symptômes de fatigue et des douleurs. Les résultats sur la qualité de vie sont similaires. Donc, on a également mesuré l'impact des symptômes sur la qualité de vie et c'est des résultats du coup qui sont similaires. On voit une tendance à la diminution, pardon, une tendance à l'amélioration dans les groupes et du coup qui ont eu les interventions et une stagnation dans le groupe contrôle. Donc voilà, j'ai dit que c'était des résultats qui étaient préliminaires. On est toujours en train de recruter. Euh, les mesures vont continuer d'être faites parce que c'est un programme qui dure 6 mois. Je n'ai pas dit il dure 6 mois. Donc on a mesuré au début, au milieu et à la fin et on remesure encore plus tard. Euh, voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir fournir des nouvelles données sur l'activité physique et sur l'endométriose. Donc n'hésitez pas à contacter si vous souhaitez participer. Donc maintenant, que retenir de tout ça? Je suis allée assez rapidement. C'est que la qualité de vie, les symptômes, la condition physique, l'histoire de la maladie, l'expérience de la personne avec sa maladie vont impacter l'activité physique, que ce soit la pratique ou les niveaux, etc. Et tout ça, cette expérience-là, va être aussi modulée par le contexte social. Donc, je vous l'ai dit, tout ce qui est les groupes de pratique, mais aussi la personne qui intervient, les bénéfices perçus qu'on va avoir de l'activité physique, c'est-à-dire est-ce que ça nous amène plutôt du bénéfice ou pas trop, et les croyances qu'on va avoir sur l'activité physique. Parce que si on croit qu'à chaque fois qu'on va bouger, on va déclencher une crise, bah forcément, ça va impacter à la fois l'activité physique, mais à la fois aussi l'expérience avec la maladie. Donc pour pratiquer, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut être progressif, il faut prendre en compte la santé, donc sa santé ou la santé de la participante. Comment? Bah, en partie par du monitoring, donc en demandant euh, à l'aide par exemple d'échelle de la douleur ou d'échelle de perception de l'effort. Je vous en ai mis une image juste en dessous. Donc ça peut aider à situer la douleur et l'effort pour pouvoir moduler tout ça, la progressivité, pouvoir adapter les séances. Pour les pros, ce qu'il faut retenir également, c'est qu'il faut être du coup dans le guidage. Il faut avoir une attitude plutôt bienveillante, d'écoute et aussi se former à l'endométriose pour pouvoir mieux comprendre les patientes et pour pouvoir également proposer des choses qui sont plus adaptées. Les points clés aussi qu'on peut retenir, c'est qu'il va y avoir une évolution non linéaire. Donc, quelle évolution non linéaire? Bah, les symptômes, mais aussi la progressivité. C'est-à-dire que on peut s'attendre qu'avec un entraînement, ben, on a tendance à augmenter ses performances ou voilà, ses qualités physiques, etc. Dans l'endométriose, à cause des douleurs, à cause des symptômes et à cause du cycle menstruel, on peut avoir plutôt quelque chose en dents de scie. Donc c'est normal de ne pas toujours avoir une progression linéaire. Et on peut retenir que le stretching, c'était la chose la plus accessible pour commencer et à maintenir, et qui avait le plus de bénéfices perçus d'après l'étude test.
Donc pourquoi pas commencer par du stretching quand on est avec des personnes qui ont plutôt peur du mouvement. Ensuite, la partie plus pratique, je suis atteinte d'endo, comment je vais pratiquer? Donc je voulais aborder avec vous euh, le petit livret du ministère qui est sorti il y a pas très longtemps. Donc je vous ai mis des petites images de ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des petits récaps sur l'endométriose, il y a des récaps sur l'activité physique, et puis il y a également des conseils. Évidemment, comme on n'a pas encore de recommandations, on va dire, et ben on se base sur celle de l'OMS, donc 3 à 5 fois par semaine d'activité physique d'endurance et 2 à 3 fois par semaine d'activité de renforcement musculaire. Là, je sais que vous vous dites, mais moi je suis atteinte d'endo, j'ai mal tout le temps, ça me paraît impossible. C'est encore difficile et du coup, c'est pour ça qu'il faut donner des clés pour que vous puissiez atteindre ces recommandations du mieux possible. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous les atteignez pas que c'est c'est impossible ou que c'est grave. Non, c'est pas grave de pas les atteindre tout de suite. Ce qu'il faut, c'est pratiquer à son rythme et pouvoir mieux gérer ses symptômes et surtout de pouvoir bénéficier d'une pratique qui va être adaptée à vous. Donc pour ça, euh, c'est le screen qui est juste à côté. Vous voyez, ils peuvent donner des conseils. Quand vous n'êtes pas actif, vous pouvez commencer doucement. Et quand vous pratiquez déjà, l'idée, c'est de venir adapter cette pratique. Et vous avez également d'autres recommandations, ne pas bloquer sa respiration. Oui, ça peut intensifier la perception de douleur et ça peut aussi augmenter la pression sur le périnée notamment et sur certains organes. On va parfois éviter les pratiques qui nécessitent des sauts. Il y a certaines personnes qui les tolèrent, d'autres qui ne les tolèrent pas. Et surtout, on va venir adapter l'intensité de la pratique. Donc, je vais revenir un petit peu sur ce qui est précisé dans le guide et aussi de mon expérience d'enseignante en activité physique adaptée, comment je fais pratiquer euh, aux personnes. Et également, je vais inclure donc des petites choses que j'avais pu lire du coup dans les études. Le stretching, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la chose peut-être la plus simple, on va dire, à mettre en place, parce que c'est très fréquent, comme l'avait dit Dr Bonin, qu'il y ait des atteintes au niveau sciatique, au niveau lombaire, et qu'il y ait aussi une sorte de rétractation des tissus, on devient plus tendu. Donc le stretching peut venir aider à lutter contre ces tensions-là, à venir détendre la zone, limiter la rétractation des tissus et soulager certaines douleurs. On peut aussi aider à relâcher le plancher pelvien, car certaines femmes peuvent avoir ce qu'on appelle un plancher pelvien hypertonique, c'est-à-dire qu'il a tendance à être trop contracté. Donc ça peut provoquer certaines douleurs et donc le stretching peut venir aussi travailler sur ce plan-là. Comment on peut faire ça? Bah, avec des étirements, avec des exercices de mobilité et avec du yoga, en particulier le yin yoga qui vient vraiment travailler sur la relaxation. Ils appellent ça des fascias, mais ça permet vraiment de se détendre, on va dire, en profondeur. Ensuite, le renforcement. Pourquoi? Ben, parce on voudrait essayer d'enrayer les douleurs et les limitations qui sont causées par l'immobilité. Pourquoi? Parce que plus je suis immobile, plus mes muscles s'affaiblissent et plus d'autres douleurs potentiellement peuvent venir se rajouter. Des douleurs de dos, des douleurs de hanches, etc. Donc l'idée, c'est de venir préserver sa condition physique et ses capacités. Donc pour ça, c'est très kiné comme approche, mais c'est essentiel. On va venir renforcer son corps, et corps, C-O-R-E, on va venir renforcer un peu les muscles stabilisateurs. Et donc, comment? Eh bien, on va venir renforcer les abdos avec des abdominaux normopressifs et hypopressifs. Donc, je vous ai mis des petites images sur le côté. Donc, tout ce qui est normopressif, c'est ce qui se rapproche un petit peu des méthodes de Gasquet, où on va venir plutôt dans des techniques de gainage, etc. Et tout ce qui est hypopressif, c'est plutôt tout ce qui est fausse inspiration et, je sais plus comment s'appelle l'auteur qui avait conceptualisé ça. Mais voilà, c'est vraiment fausse inspiration, mais inspirer le ventre. On peut également s'appuyer sur des exercices de renforcement du bassin et de stabilisation du bassin, comme par exemple les techniques de Pilates. Et on peut bien évidemment très fortement s'appuyer de nos collègues kinés qui travaillent déjà avec des patientes sur comment dire, sur ces points-là.
Donc, ne pas hésiter à demander aux patientes et ce qu'elles ont vu avec leur kiné pour pouvoir retravailler et quelque part refaire le lien. Et si vous êtes patiente, n'hésitez pas à questionner votre kiné, à comment vous pouvez refaire chez vous, parce que c'est vraiment des choses qui vont également vous aider sur la gestion des douleurs. Au niveau du cardio, on peut. Pourquoi pratiquer du cardio, vous allez me dire? Eh ben, simplement pour préserver sa condition physique. Donc, un peu dans la même idée que le renforcement, euh, plus on va arrêter de faire de l'activité physique, moins on va faire d'efforts, plus chaque effort qu'on va faire euh, par la suite va devenir intense, on va dire. C'est-à-dire que si vous vous déconditionnez, après, simplement monter des escaliers peut devenir plus difficile. Donc l'idée de conserver un petit peu sa condition physique et son cardio, c'est de pouvoir éviter d'avoir une fatigue supplémentaire. Potentiellement des effets anti-inflammatoires, j'ai mis un point d'interrogation parce que c'est encore une interrogation. Euh, on dit que l'activité physique, elle est anti-inflammatoire. Maintenant, quel type d'activité physique exactement est plus anti-inflammatoire que l'autre? Apparemment, ce serait le cardio, mais euh, on n'est pas sûr. Et par cardio, je veux pas dire forcément faire des trucs de CrossFit ou forcément faire de la course à pied. En fait, la marche, déjà, rien que la marche, même modérée, peut rentrer dans, euh, dans ces activités de cardio. Et l'idée aussi dans le cardio, c'est aussi de se faire plaisir, de venir décharger un petit peu voilà, le stress, etc. Parce que c'est un petit peu l'activité qui va venir le plus jouer sur l'anxiété et le stress. Donc, comment on s'y met? Eh bien, comme dit tout à l'heure, on peut faire plutôt sans impact. Donc, on peut éviter les sauts. Il y a plein de mouvements qui sont possibles sans impact. Et on va commencer léger. Enfin, pardon, c'est pas ça que j'ai écrit. Je voulais dire que l'activité cardio léger, comme par exemple la marche, on peut en faire à volonté. C'est peu coûteux. Il suffit de sortir et également, il y a très très peu d'effets secondaires liés à ça. Et si jamais on veut s'entraîner, commencer un entraînement, on peut commencer par des durées qui sont courtes, puis progressivement augmenter si ça va. Donc d'abord peut-être augmenter le temps avant d'augmenter l'intensité. C'est une suggestion, c'est pas valable pour tout le monde, mais c'est une suggestion. Au niveau des conseils, quels conseils je donnerais aux femmes qui ont de l'endométriose? Déjà, bah, d'apprendre à se connaître. L'idée, c'est de trouver le milieu, le juste milieu entre respecter ses limites et ne pas réussir ou ne pas pouvoir faire. C'est-à-dire que même un petit peu, c'est quelque chose. Même juste marcher 5 minutes, c'est déjà quelque chose et c'est déjà dépasser l'immobilité et la sédentarité. Des questions que vous pouvez vous poser pour essayer d'évoluer dans votre pratique d'activité, c'est quels sont vos objectifs? Est-ce que c'est pour le bien-être? Est-ce que c'est plutôt pour être plus active? Est-ce que c'est parce que vous pratiquez un sport? Cette question-là de l'objectif, il va conditionner tout ce que vous allez faire et tout le reste. Ensuite, comment vous vous sentez? Avant la séance, après la séance. Ça va vous aider à un petit peu adapter euh, vos pratiques. Si avant la séance ça allait, mais qu'après la séance ça va plus et vous avez mal, peut-être qu'il y a des exercices qui vous correspondaient pas, peut-être que c'était trop intense, trop long, etc. Donc c'est ça qu'il va falloir creuser. Ensuite, qu'est-ce que cette séance ou qu'est-ce que bouger de manière générale vous permet d'accomplir ou vous apporte? Vous questionnez aussi sur le sens de l'activité physique, de bouger, qu'est-ce que ça vous permet de faire et qu'est-ce que ça vous apporte, vous permettra également peut-être de le tenir à plus long terme parce que vous en verrez les bénéfices. Donc, un petit reminder sous forme de couleur à la fin. Si vous ressentez des douleurs et de la fatigue, pensez plutôt à ralentir. Des activités douces, de la marche, du yoga, des choses qui vous font vraiment plaisir et qui vont vous aider à passer un petit peu ce moment difficile. Si vous avez en revanche un peu plus d'énergie, mais que vous avez des inconforts, par exemple léger, une douleur à 3 sur 10, ce qui est parfois un peu rare, bah, dans ce cas-là, vous pouvez essayer de faire vos séances habituelles, de maintenir le renforcement, le cardio, etc. Et si vous n'avez aucune gêne, c'est ce moment-là où il faut oser. C'est l'occasion de tester des nouvelles activités, peut-être un petit peu plus intenses ou un peu plus longues si vous en avez envie. C'est ce moment-là où vous devez vraiment vous faire plaisir.
Conclusion, pour mieux gérer les symptômes, mettre en place des routines, des mouvements en lien avec vos symptômes que vous pouvez pratiquer régulièrement. Si vous avez mal au dos, vous pouvez pratiquer des étirements du dos. Si vous avez des sciatiques, vous pouvez pratiquer des étirements liés, par exemple, au nerf sciatique, etc. C'est des choses qui sont faciles à mettre en place et que vous pouvez faire à volonté. La relaxation et la cohérence cardiaque pour aider à gérer le cercle vicieux de la douleur qui est entretenu mais aussi par exemple, le stress, l'inflammation, le système nerveux, comme l'a abordé tout à l'heure le docteur Bonin. C'est également des choses qui peuvent être des très bonnes ressources à pratiquer à volonté pour essayer d'enrayer un petit peu ce cercle vicieux. Tout ce qui est massage de l'abdomen peut être utile pour tout ce qui est ballonnement et constipation. Il y a une étude qui est sortie, une méta-analyse en 2025, qui montrait que les massages de l'abdomen pouvaient aider pour la constipation. Mais c'est également le ressenti de beaucoup de femmes que ce type de massage-là pouvait les aider. Un des massages les plus simples que vous pouvez faire, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, avec la main à plat, par exemple. Le kiné peut également vous aider, être une bonne ressource et peut également vous donner des exercices à faire en plus de l'APA si vous en voyez un. Et du coup, planifier et se faire accompagner, ça va être également essentiel pour pouvoir mettre en place tout ça au quotidien. Maintenant, la dernière question cruciale, c'est où pratiquer finalement. Donc, vous avez les maisons sport santé, les clubs et les salles de fitness. Euh, le point positif, c'est qu'il y a de plus en plus de créneaux, donc vraiment, vous pouvez avoir une offre qui est accessible, et qui est variée, accessible aussi bien financièrement que potentiellement au niveau des activités proposées. Le seul inconvénient, c'est que parfois, vous pouvez avoir des professionnels qui ne sont pas toujours formés à l'endométriose, mais vous pouvez avoir des pratiques comme du yoga, du stretching, etc. Ensuite, vous avez les associations de patientes qui peuvent être une bonne ressource. Là, comme nous sommes avec M, eh bien, j'ai mentionné M parce qu'il propose du yoga spécial endo. Donc, les associations de patientes peuvent être également une très très bonne ressource. Il peut y avoir, dans le cas où il y a ALD 31, c'est-à-dire qu'on a réussi à avoir cette reconnaissance-là, on peut bénéficier d'une prescription de sport, prescription de sport sur ordonnance. Euh, et avec ou sans ce dispositif-là, on peut se renseigner. Il y a certaines mutuelles qui vont rembourser l'activité physique adaptée, tout comme elles remboursent l'ostéopathie, etc. Et enfin, vous pouvez pratiquer auprès d'un enseignant en activité physique adaptée ou un éducateur sportif en libéral. Dans ce cas-là, veillez à vous renseigner sur ses qualifications et son expérience pour, entre guillemets, pouvoir être en confiance et bien encadré. Voilà, je vous remercie. Je vous ai remis ici un petit peu des ressources. Vous avez EndoFrance, vous avez le livret du ministère et puis nos deux associations. Voilà. Merci beaucoup, Marianne. Alors, on a déjà des questions. Ok. Alors, là, c'est une question sur le financement. Je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre. Bonjour, je suis sage-femme et je travaille dans une maison sport santé. Y a-t-il des financements pour l'APA et l'endométriose? Alors, des financements, je ne suis pas au courant qu'il y ait des financements spécifiques, des subventions, peut-être des appels à projets, euh, peut-être se rapprocher de l'ARS, regarder les appels à projets de l'ARS. En tout cas, actuellement, je ne pense pas je ne sais pas. Je vous avoue, je ne sais pas. Après, j'ai une question. Avez-vous déjà d'autres retours d'expérience, des programmes mis en place consultables dans d'autres sports que ceux cités précédemment pour des femmes atteintes d'endométriose? De programmes, si la personne pouvait préciser, est-ce que c'est des programmes mis en place spécifiquement liés à l'endométriose ou Je suppose, de ce que je comprends, mais vous pouvez écrire dans le chat, c'est savoir s'il y a d'autres activités qui ont été prouvées comme ayant des bénéfices pour des personnes avec de l'endo. comme je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin, les études sur le sujet, elles sont encore restreintes et les protocoles sont extrêmement variés. Donc aujourd'hui, je ne peux pas forcément vous recommander une activité par rapport à une autre. Comme disait le docteur Bonin tout à l'heure, en fait, l'essentiel, c'est d'aller choisir une activité physique qui vous fait du bien et qui vous fait plaisir. Maintenant, au niveau des programmes qui existent, nous avons collaboré pour Crescendo avec Sportactio, qui est une maison sport santé qui propose du distanciel et qui a été, si, à ma connaissance, une des premières maisons sport santé à développer un programme autour de l'endo.
et de l'activité physique. Donc ça s'appelle endométrise. Vous pourrez aller voir Sport Axio, je vous le remettrai dans le chat. Je sais qu'il y a d'autres associations qui se mettent à proposer de l'activité physique en présentiel et en visio. Je pense notamment à l'association Ciel Bleu, qui proposait en présentiel à Amiens et qui va commencer à proposer, je pense, en distanciel. Euh, voilà. Après, il y a des programmes qui vont être plus locaux, donc au niveau des associations de patientes qui vont proposer du yoga ou des activités physiques adaptées avec leurs intervenants. C'est-à-dire qu'elles vont euh, venir quelqu'un qui va proposer de l'activité physique. Mais aujourd'hui, au niveau des programmes, je ne connais pas plus de personnes qui proposent ça. Je ne sais pas si Alors, c'était ça la réponse. Je ne sais pas si je réponds à la question. je pense que oui. La question suivante, c'est où puis-je trouver les adresses d'intervenants APA dans le Loiret? Et du coup, je vais me permettre d'y répondre. Il y a quelqu'un aussi qui a répondu dans le chat. La Maison Sport Santé de l'UFOLEP 45 coordonne les actions d'activité physique adaptée dans le Loiret. Et ils ont mis en place un annuaire, donc vous pouvez aller le consulter. Vous avez un peu les références en termes d'activité physique adaptée qui sont présentes dans le Loiret. Et on a un annuaire qui est encore en cours, qui a parfois des petits bugs, mais qui recense les professionnels en activité physique adaptée au niveau de la région. C'est l'annuaire Sport Santé que vous pouvez trouver sur Internet directement. Intervenant à domicile, oui, il y a des enseignants APA qui peuvent intervenir à domicile et qui peuvent faire de l'individuel. Et vous avez aussi des intervenants qui proposent des séances en visio, notamment Marianne qui en propose et il y a d'autres associations qui en font aussi. Donc ça, vous pouvez vous renseigner. Après, il y a des questions, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre. Y a-t-il des formations reconnues de mise en place actuellement sur l'APA et l'endométriose? À ma connaissance, non. Il va y avoir des formations, oui, qui sont proposées, mais elles vont pas être entre guillemets qualifiantes. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas des formations qui vont vraiment vous apporter un certificat, etc. C'est plus une qualification, un petit peu une spécialité que vous allez pouvoir faire. Il y a des organismes qui le proposent. Euh, Vous avez sur des formats très très courts, vous avez l'organisme Niceo, comme Nice avec un O à la fin, qui propose entre autres des formations d'une demi-journée ou d'une journée en lien justement avec Sport Axio et en lien avec Carole Maître, qui est donc gynécologue à l'INSEP. Vous avez aussi un autre organisme qui s'appelle Cap Formation Sport. Il me semble qu'ils ont développé récemment leur formation endométriose et activité physique adaptée, mais je ne connais pas d'autres organismes et elles ne sont pas qualifiantes en tout cas. Et j'ai eu dans le chat aussi, il y a l'EPGV dans le Loiret qui peut vous accompagner si vous êtes dans le Loiret. Et je vous enverrai un mail à la fin, enfin demain ou la semaine prochaine avec les supports de communication et les coordonnées des intervenants si vous voulez les contacter par la suite. Eh bien, merci Marianne et je laisse la parole à Elodie Torres. Bonsoir à toutes et merci pour les deux interventions précédentes très qualitatives. Donc du coup, donc moi je m'appelle Elodie Torres et donc je suis la présidente de l'association M contre l'endométriose et je suis également patiente experte. L'association existe donc depuis 2016. Et avant ça, j'ai été correspondante régionale pour la première association nationale française. Donc avant tout, moi je suis également une patiente atteinte d'endométriose. Mon parcours, je dirais qu'il a été semé de douleurs inexpliquées, d'errances médicales, de défis du quotidien. Et c'est ce qui m'a donné la force et l'envie de créer cette association pour que plus aucune femme ne traverse seule ce que j'ai vécu. Donc l'idée de fonder M est née d'un besoin profond. C'était celui de briser le silence qui entoure l'endométriose
et de créer un espace où chaque patiente se sent écoutée, soutenue et comprise. Euh, En tant que patiente, je connais les doutes que chacune peut connaître aussi, les peurs, l'impact que la maladie peut avoir sur tous les aspects de la vie. Et donc, mon objectif à travers l'association, c'était de transformer mes défis personnels en actions collectives pour mieux accompagner et défendre les droits des femmes atteintes d'endométriose. En quelques mots, nos missions, ça va être de sensibiliser la société et les décideurs pour faire de l'endométriose une priorité de santé publique, de mettre à disposition des ressources claires et fiables pour mieux comprendre la maladie et ses traitements, et d'offrir un espace bienveillant pour partager nos expériences et répondre aux questions des femmes mais pas que des femmes, c'est aussi de tout l'entourage, que ce soit la famille, les collègues de travail, les camarades de classe pour les élèves. Euh, donc du coup, on offre des groupes de parole où chaque femme peut s'exprimer sur ses ressentis sans jugement, des ateliers et des conférences animées par des experts en santé, en nutrition ou en bien-être. Et je dirais que M, c'est surtout une communauté solidaire où on trouve du réconfort et des réponses à nos questions. Et c'est surtout un partage entre patientes. Comme en préambule, il avait été expliqué, a souhaité proposer un programme d'activité physique adapté dédié à 100% à l'endométriose. Et du coup, ça rejoint totalement la présentation de Marianne juste avant moi, où en fait, l'objectif du programme, c'est d'avant tout d'améliorer la mobilité et réduire la douleur. C'est ce qu'on cherche toutes. De renforcer la confiance en soi et l'autonomie et de promouvoir le bien-être mental et émotionnel. Ce qu'elle expliquait aussi, c'est qu'effectivement, des programmes d'APA, il en existe plein, mais des programmes d'APA, effectivement, qui mélangent un petit peu plusieurs maladies chroniques. Sauf que, et c'est ce que le docteur Bonin a expliqué aussi en tout début, c'est que c'est une maladie qui a besoin d'une prise en charge euh, particulière et surtout personnalisée. Et c'était dans ce but-là qu'on souhaitait proposer un programme d'APA dédié vraiment aux femmes atteintes d'endométriose et de douleurs pelviennes chroniques. Euh, donc effectivement, on a pu bénéficier d'une subvention pour effectivement monter ce programme. Du coup, je rebondis et réponds un petit peu à la question qui s'était posée tout à l'heure. Voilà, il existe parfois certains appels à projets qui peuvent effectivement rentrer dans ce cadre-là. Et nous, ça a été l'occasion de pouvoir répondre à un appel à projet dans notre département. Voilà, c'est vrai que l'endométriose a une symptomatologie très spécifique qui entraîne des douleurs pelviennes chroniques, des douleurs cycliques et non cycliques, des dyspareunies, des troubles digestifs et urinaires, fatigue intense. Ça, c'est ce qui a déjà été expliqué. Et donc, du coup, ces symptômes exigent des exercices ciblés. Donc, ce que disait Marianne sur du relâchement du plancher pelvien, de la respiration, du travail postural aussi. Et donc, c'est un programme généraliste qui ne prend pas toujours en compte, enfin, les autres programmes d'APA sont plutôt, pardon, des programmes généralistes qui ne vont pas toujours prendre en compte ces spécificités. Et du coup, ce qui peut mener à des douleurs accrues ou un découragement des patientes. Donc, notre programme d'APA, c'est un espace sécurisé, adapté et bienveillant avant tout, où les femmes atteintes d'endométriose, qui
qui sont souvent confrontées à un manque de reconnaissance médicale et sociale. C'est un groupe homogène qui leur offre un cadre rassurant où elles se sentent comprises, écoutées et non jugées. Et ça facilite aussi l'expression de leur vécu corporel et émotionnel, difficile à partager dans un groupe généraliste. L'idée aussi, c'est qu'on propose vraiment des petits groupes pour que les professionnels qui interviennent puissent apporter une réponse individualisée. C'est ça que l'on cherche aussi. Donc c'est aussi un accompagnement psychosocial ciblé. Ces femmes, elles ont des besoins spécifiques, notamment sur la gestion du stress, l'anxiété liée à la douleur, des troubles de l'image corporelle, avec une baisse de l'estime de soi, souvent, avec un impact sur la sexualité ou la fertilité. Donc c'est un programme dédié qui permet d'inclure des séances complémentaires de relaxation, de sophro, d'éducation à la douleur, ateliers de parole, ce qui du coup est difficile dans un programme, je dirais, multipathologie. Voilà. Donc c'est une adaptation fine de l'intensité des objectifs aussi. Les capacités physiques de ces femmes fluctuent, on le sait, selon les phases du cycle menstruel, les traitements hormonaux, les épisodes de crise douloureuse. Et donc, c'est un programme spécialisé qui peut moduler les séances en fonction des rythmes corporels, avec des exercices doux, adaptables et évolutifs. Nous, les professionnels, fournissent un questionnaire avant de lancer la séance. Et on revient sur ce questionnaire en fin de séance pour évaluer. Je reprends un petit peu, du coup, on est vraiment sur la même lignée avec Marianne, parce que c'est vraiment ça ce qu'elle expliquait. Le avant-séance et le après-séance, voilà ce que ça a pu procurer, s'il y a eu des difficultés quelconques, des douleurs. Et donc, du coup, on va réadapter la séance prochaine en fonction des retours des patientes aussi. Et puis, c'est aussi créer un réseau de soutien entre femmes. Donc c'est vrai que la dimension communautaire, elle est très importante dans le vécu de l'endométriose. Et du coup, c'est un programme dédié qui va favoriser les échanges d'expériences, de conseils concrets, voilà, de partage de petits tips, de voilà, moi ce qui me fait du bien c'est ça, et puis du coup peut-être qu'une autre participante aura testé autre chose, et du coup ça va être vraiment un partage d'expérience. Il existe, vous l'avez présenté toutes les deux avant moi, différentes pratiques sportives qui sont possibles. Mais du coup, c'est vraiment d'aller chercher ce qui nous fait du bien. Donc voilà, c'est le partage concret entre femmes qui vivent la même pathologie. Encore une fois, nous, on met vraiment l'accent là-dessus. Euh, et donc du coup, à notre sens, ça renforce l'adhésion au programme et améliore les résultats sur le long terme. Il y a vraiment une réelle motivation entre les participantes. Notre programme, il est vraiment tout récent, hein. Il a débuté en janvier, mais les quelques femmes qui ont participé en sont vraiment ravies. Et donc l'idée, c'est que nous aussi, on puisse progresser et améliorer notre programme pour, au fur et à mesure et en fonction des retours, intégrer de nouvelles pratiques. Nous, ce qu'on cherche aussi, c'est toujours de nouveaux professionnels qui souhaitent nous rejoindre pour accompagner ces femmes hein, qui sont en demande. Et donc, les professionnels qui animent les programmes dédiés ont tous, alors plutôt toutes parce que pour le moment ce ne sont que des femmes, mais eu une formation spécifique à l'endométriose et à la douleur pelvienne et à ses conséquences. Donc du coup, ça garantit forcément une meilleure qualité de prise en charge que dans un programme plus généraliste où l'encadrant ne connaît pas nécessairement la pathologie. Donc, en résumé, notre programme d'APA, il permet une prise en compte fine des symptômes et des besoins, un environnement émotionnel sécurisant et une meilleure efficacité thérapeutique.
Et je pense aussi une adhésion renforcée grâce à la dynamique du groupe homogène. Alors, moi, j'ai une présentation un peu plus courte que Dr Bonin ou Marianne, mais du coup, voilà, c'était important de faire vraiment ce soir le lien avec ce qui est possible de mettre en place sur notre territoire. Voilà, on sait que les professionnels de santé sont aussi limités dans ce qu'ils peuvent proposer parce que bah, il faut du temps. Ça demande aussi beaucoup d'investissement de la part de chacun. Donc c'est vrai que le lien avec les associations de patientes, à mon sens, c'est très important. Et nous, c'est ce qu'on essaye de finalement compléter. Il y a la prise en charge médicale, mais tous les aspects d'à côté sont pas à minimiser, bien au contraire. Et du coup, l'association, voilà, ça fait bientôt 10 ans qu'elle existe et elle a fait un travail, voilà, grandiose, en tout cas sur notre département. Aujourd'hui, on a beaucoup de professionnels qui nous recommandent des patientes pour les accompagner même dans leur démarche. Et du coup, c'était vraiment une suite logique de proposer un programme d'APA dédié à l'endométriose. Donc nous aussi, on est en lien avec l'UFOLEP 45 parce que l'idée, c'est aussi de promouvoir ça et que ça puisse du coup se multiplier sur le territoire. On est un peu une phase test. C'est vrai que le département du Loiret nous a accompagnés par l'appel à projet. Mais nous, notre envie, c'est de vraiment que ça fasse des petits et que ce genre de programme puisse exister un petit peu partout. Parce qu'effectivement, quand je vois un petit peu les questions du chat, c'est vrai que bah, les femmes ne savent pas qu'il existe ce type d'action sur leur territoire. Donc c'était l'occasion, en tout cas ce soir, non pas de faire la promotion, mais de dire qu'il y a des choses qui existent, mais des choses qui sont vraiment dédiées à l'endométriose. Voilà, en quelques mots, merci de m'avoir donné la parole pour parler de notre programme. Eh ben, merci à vous. Eh bien, merci à tous. Merci à nos trois intervenantes d'avoir été présentes sur ce webinaire. Et merci à tous les spectateurs et à bientôt.